Gérald Wathelet est un auteur, animateur de télévision, cuisinier, couturier, créateur d'intérieur. En 62 ans, c'est comme s'il avait vécu 1000 vies, toutes plus folles les unes que les autres, avec comme philosophie de toujours en profiter tout en restant proche de ses racines. Aujourd'hui, il publie un livre de recettes dont il est le héros et dans lequel il se raconte. Attention, cela peut prendre des heures, surtout s'il vous emmène faire la fête. Gérald Wathelet est l'invité d'À travers le miroir cette semaine. Bonjour Gérald Wathelet. Bonjour Vanessa. Bon, bienvenue dans Merci. À travers le miroir. Donc pendant une demi-heure, on va apprendre à découvrir et à parcourir vos 1001 vies, j'ai envie de dire, parce que quand même, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions dans votre carrière, etc. Et donc vous connaissez le principe maintenant, on ne se regarde que à travers ce miroir. Voilà. Première petite question pour vous, évidemment, c'est comment vous vous sentez justement devant un miroir ? Je pense que comme tout le monde, on se retrouve devant son miroir au moins tous les matins. Mais je ne me regarde pas. Je sors de chez moi parfois en me disant, mon Dieu, quelle tête ai-je aujourd'hui, mais c'est pas, je ne suis pas quelqu'un qui se regarde beaucoup. Est-ce que vous prenez soin de vous quand même ? Alors, je prends soin de moi, mais de manière assez basique. Si ce n'est que depuis 2 mois, j'ai décidé de faire un régime, voilà, parce que je me rendais compte que je me laissais aller, comme j'ai d'une famille de mecs un peu castards. Être castard, ça va, mais être gros, et voilà. Puis j'ai la phobie d'être comme mon père, qui à la fin de sa vie, s'est vraiment laissé aller, et j'ai pas envie d'être comme ça, voilà. Et dans votre tenue vestimentaire, est-ce que vous faites attention aussi, selon ce que vous allez faire dans la journée, à comment vous habillez ? Oui, mais c'est très facile pour moi parce que j'ai un vocabulaire vestimentaire assez limité dans les modèles, dans les couleurs, et donc tout va avec tout. Pour la simple et bonne raison que quand je fais une valise, j'aime bien voyager léger. Et que donc, il ne me faut pas 12 paires de chaussures, il me faut pas... Les chemises sont bleu ciel, il y a des chaussures marron, les chaussettes peuvent être un peu fun, un blazer bleu marine, un costume bleu marine, un costume beige en été, mais c'est toujours très beige, bleu, marron, et ça ajoute quelques couleurs, parce que j'adore le vert, c'est ma couleur préférée, mais sinon c'est très construit. Oui, donc vous essayez quand même d'être... en fait, comme ça, vous êtes bien en toutes circonstances, on va dire ça sans comme ça. me poser de questions. Je pense qu'ayant quand même été dans la mode pendant 20 ans, plus les gens se posent des questions en se regardant le matin, moins il y a de chances que ce soit juste. Ah, oui, donc c'est plutôt essayer de faire le plus naturel possible. Moins on y pense, mieux ça va. Ok. On va revenir quelques années en arrière, quelques décennies même. Alors, au moment de votre naissance, donc, vous êtes namurois à l'origine. Vos racines, c'est important, je pense. Et surtout, vous avez été élevé dans un matriarcat, on peut dire ça ? J'ai eu 3 mères. J'ai eu 3 mères, maman, sa sœur et ma grand-mère maternelle. Parce que j'ai été le premier petit garçon à naître. Que ma grand-mère avait 2 filles, un fils. Le fils n'habitait pas dans le coin, mais ces 2 filles, on habitait tous à 500 mètres l'un de l'autre. Et donc, je me suis retrouvé avec maman, ma grand-mère et ma mère pour s'occuper de moi. Oui, et les hommes n'étaient pas en reste. D'autant plus que ma marraine, la sœur de maman, ne pouvait pas avoir d'enfant, soi-disant. Et donc, jusqu'à mes 3 ans, j'étais l'enfant qu'elle n'avait pas eu. Et puis s'est ajouté une chipie dans l'histoire qui est comme ma sœur. Et que vous appelez comment ? Puce. Oui, il paraît, oui, effectivement. Tout le monde l'appelle Puce en fait, parce que quand elle est née, ma tante était très très ronde, on croyait qu'elle allait avoir un gros bébé. À l'époque, on ne savait pas si c'était des garçons, des filles, etc. Et quand elle est née, c'était une toute petite fille. Et on a dit qu'elle avait l'air d'une puce, et on n'a jamais appelé par son prénom. Et donc, elle vous appelle G ? G, oui. C'est ça, donc on voit que vous êtes très proches, en tout cas, tous les deux. Que c'est plus, mais elle a vécu 3 ans chez nous. Quand elle est née, mon oncle et ma tante devaient continuer de travailler, donc elle habitait la semaine chez nous, elle rentrait le week-end chez ses parents, mais ils venaient tous les jours lui dire bonjour, mais je veux dire, on dormait ensemble, donc voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'être élevé quand même majoritairement donc, par des femmes, même si votre père était quand même là Alors les hommes étaient présents, mais c'était encore cette génération d'hommes qui laissait l'éducation des petits aux femmes, et je pense que c'est très bien. Toutes ces femmes ont été tellement importantes dans ma vie que
Je pense que si c'est les femmes qui portent les enfants, qui les mettent au monde, etc., il y a tout un rapport extrêmement lié entre la mère et l'enfant que le père n'a pas, à mon avis, et il doit l'acquérir, lui. C'est pas inné. Alors que les femmes ont ce luxe, je dirais, d'avoir ce lien de naissance avec l'enfant, et puis elles l'ont porté 9 mois, donc quand même, tout le cheminement est quand même très très différent. Donc je pense que les femmes, effectivement, ont cette capacité, cette générosité, ce pardon quasi perpétuel, elles crient moins de jugement, c'est très très différent. En tout cas, dans ma famille, c'était comme ça. Et comment vous êtes enfant? Est-ce que vous êtes plutôt blagueur, un peu turbulent, peut-être un peu chapardeur? Il peut y avoir très taquin. Un petit objet que vous avez chapardé un jour sur la table? Les casseroles. Ouais. Je vidais les armoires et chez maman je ne pouvais pas, mais ma grand-mère s'en fichait comme d'une guigne parce qu'elle m'adorait. Et donc j'ouvrais les portes des armoires, même assis par terre, puis, avant de marcher, et j'ouvrais les armoires, je vidais toutes les casseroles. Mais j'ai toujours adoré vider les armoires, encore maintenant, et j'adore les ranger. Ça peut paraître bête, mais je peux un dimanche vider une armoire de verre, tout laver à la main, nettoyer l'armoire et tout ranger. Et alors je m'assois devant cette armoire avec un verre de vin blanc et je me dis « Oh, qu'est-ce que cette armoire est quand même bien rangée !» Ça, c'est peut-être l'éducation des femmes. Mais il y a aussi dans les magasins où vous aimez bien chaparder les couvercles. Est-ce que vous vous en souvenez? Non. Non? Ah, on m'a raconté. Ça, c'est plus ce qu'il y a dû raconter. On m'a raconté qu'un jour, vous aviez vous étiez dans un grand magasin et que vous aviez chippé un couvercle de casserole. Oui, on m'a ramené à la caisse pour me donner la honte. En disant, regardez, madame, mon petit garçon est un petit voleur, etc. Oui, c'est maintenant pour le raconter. Oui. Qu'est-ce qui vous attire autant dans les casseroles? Je pense que je suis foncièrement attaché à la maison avec tout ce qu'elle représente. Quand je dis la maison, c'est ce refuge humain qu'est un foyer, une maison, qu'elle soit de famille ou pas. C'est là qu'on vit, qu'on dort, qu'on se lave, qu'on a froid, qu'on a faim, qu'on boit, qu'on rit, qu'on pleure, qu'on s'aime, qu'on se déteste, qu'on mange, qu'on prépare. Surtout chez mes grands-parents, il y avait un potager, un verger, des lapins, des poules, des pigeons. J'avais une tante, ma marraine, la maman de puce était poissonnière, j'avais 2 oncles bouchers. Donc la maison était quelque chose de très, très, comment dirais-je, très protecteur. Et j'ai vraiment besoin de cette partie-là. Et en vieillissant, ça ne fait que revenir et s'accentuer. C'est marrant parce que vous dites que vous avez donc besoin de ce côté protecteur et en même temps, à l'âge de 14 ans, vous décidez d'aller en internat à l'école hôtelière de Namur. Alors là, c'est paradoxal, mais étant fils unique, maman surtout était extrêmement présente, mais parfois un peu trop. Et je me suis dit, si je ne pars pas, il faut que je parte. Je dois prendre ma liberté, je dois voler de mes propres ailes. Et donc je me suis inscrit en pension. À 9 km de la maison, j'étais en pension, je rentrais que le week-end. Et pourquoi vous aviez choisi à ce moment-là déjà l'école hôtelière? Alors j'avais 3 possibilités, j'avais 3 choses que j'aimais. J'ai toujours adoré les animaux, j'adore toujours les animaux et la nature. Donc je voulais être soit ingénieur agronome, mais pour partir dans les pays tropicaux, vétérinaire ou l'école hôtelière parce que je suis né dans une famille où comme on dit, on ne crache pas dessus, ni l'assiette ni le verre. Et quand j'ai dit ingénieur agronome, pays tropicaux, mes parents me voyaient déjà vivant au fin fond du Pérou, ils n'allaient plus me voir. Ça ne leur plaisait pas trop. Vétérinaire, il fallait beaucoup plus étudier. J'aime beaucoup apprendre, mais je déteste étudier. Et puis mon père, qui adorait, comme je vous ai dit, bien manger, bien boire, etc. m'a dit, mais l'école hôtelière, c'est une très très bonne idée. Et donc, j'ai fait l'école hôtelière. Et donc, lui, il voyait déjà les petites casseroles. Il voyait les petites casseroles, il me voyait ouvrir un restaurant, il aurait été caviste et maman aurait fait la caisse et voilà. C'était très écrit pour eux. Alors, ça s'est écrit un petit peu autrement quand même. Hein. Ça s'est écrit tout à fait autrement. Par contre, il y avait quand même quelque chose qui était déjà écrit, c'est que vous aviez envie de travailler pour la Villa Lorraine. Oui. Et vous êtes donc, c'est votre premier job. Oui. Comment à 14 ans, enfin bon là vous aviez 17 ans quand vous partez à la Villa Lorraine, mais comment on se dit, déjà de 1 on a 17 ans, on part à la capitale, et en plus dans une maison qui a évidemment ses lettres de noblesse et un grand passé. Oui, alors
ça n'est pas du tout de la prétention, de l'orgueil. Je trouve que quand on fait un métier, il faut essayer vraiment de le faire le mieux possible et dans les meilleures maisons possibles. Ou si on crée une maison, veiller à ce qu'elle soit une très bonne maison aussi. J'avais vu des photos de la Villa-Lorraine, j'en avais entendu parler, j'avais lu, et je savais que je voulais travailler là. C'était décidé. J'étais très timide, mais ça s'est arrangé avec le temps. Mais j'aime bien l'aventure. Je suis très classique, mais j'aime bien l'aventure. Et je voulais, comme je me suis inscrit en pension, je voulais pousser les portes. Et donc, en fait, mes parents m'ont eu chez eux jusqu'à à peine 15 ans. Après, je suis parti, je ne suis jamais revenu. Et donc, Villa-Lorraine, je suis allé me présenter. Il n'y avait pas de place. Et c'était en cuisine ou c'était en J'ai salle? jamais voulu travailler en cuisine. Parce que j'adore le contact, j'adore m'occuper des gens. Et j'ai toujours pensé que le métier de cuisinier avait quelque chose d'un peu autiste. On est enfermé dans un endroit et on recommence le même plat peut-être 12, 15 fois par jour. C'est pas mon truc. J'aime pas ça. J'aime bien échanger. Je serais malheureux en cuisine. Mais j'adore cuisiner pour moi-même, pour mes amis. Tous les jours, je cuisine pour moi. Je n'achète pas de plats préparés ou de choses comme ça. C'est très, très rare. Et donc, non, la cuisine, ce n'était pas possible. Même pas. J'ai jamais envisagé d'être en cuisine. Ensuite, après la Villa Lorraine, vous arrivez au Carlton. Vous devenez le plus jeune maître d'hôtel dans un établissement de ce standing en Belgique. Oui, qui commence, c'est l'ouverture. Et en 3 ans, on a 2 étoiles au Guide Michelin. Et le chef de cuisine est Alain Passard, qui a maintenant l'Arpège à Paris, qui a 3 étoiles. Et le chef pâtissier était Pierre Hermé. Donc on était, je crois qu'Alain devait avoir 30 ans, moi 22 ou 30, oui, il avait 28, 30. Et Pierre devait avoir 25 ans, 26 ans, quelque chose comme ça. Donc c'était une équipe très très jeune. Et ça nous a été une aventure totale. J'ai quitté la villa en me disant, si je ne vais pas ailleurs, il ne va rien se passer. Parce que la Villa Lorraine, si vous voulez, c'était encore cette maison qui fonctionnait à l'ancienne. Soit quelqu'un tombait mort, soit quelqu'un prenait sa retraite, ou il fallait assassiner quelqu'un pour évoluer dans la maison. Comme je n'ai pas l'esprit meurtrier, je me suis dit, bon, il faut que je parte. J'ai 22 ans, il ne peut rien m'arriver. D'autant plus qu'à l'époque, M. Henry, le directeur, m'avait dit, si ça ne va pas là-bas, de toute façon, vous revenez, on vous reprend. Donc j'étais assez cool en me disant, bon, bah, si ça ne va pas d'un côté, je reviendrai de l'autre. Oui, donc finalement, ce métier, qu'est-ce qui vous a apporté? Alors déjà, quand j'ai été très gâté, mais il y avait des règles. Il y avait de la, comment dirais-je, de la discipline à la maison. Il fallait être poli, il fallait, enfin voilà, il y avait aussi tout un maman, ma grand-mère, ma marraine, les hommes aussi. Si on sortait, si on allait en ville, il fallait être bien habillé, il fallait être propre sur soi, des chaussures cirées. Enfin, il y avait vraiment des règles. L'école hôtelière n'a fait qu'accentuer ce côté-là, puisqu'on allait au cours en costume avec cravate. On ne pouvait pas enlever sa veste en cours sans l'autorisation du professeur. Puis quand on était forcément, que ce soit en cuisine ou en salle, ben c'est des métiers, je dirais, académiques à la base. Il y a des choses qu'il faut connaître. C'est comme apprendre le violon ou le piano. Il faut d'abord passer par le solfège. Et donc, tout ce processus donne, si vous voulez, une structure à l'individu. Et après, quand on travaille à la Villa Lorraine, ben là, pareil, on sort de l'école hôtelière, on n'a pas 18 ans, on s'imagine qu'on va être maître d'hôtel, et en fait, non. On est commis de salle et on nettoie les chariots et on doit s'occuper de toutes sortes de petites choses, casser la glace, parce qu'à l'époque, par exemple, on ne pouvait pas utiliser de glaçons pour mettre dans les seaux au champagne, c'était des blocs de glace qu'on cassait au marteau. Je veux dire, quand on raconte ça maintenant, les gens me disent, mais c'était 19e. Non, non, c'était dans les années 80. Avec le pic à glace, on peut faire plein de choses. Oui, oui, oui. J'ai toujours un pic à glace. C'est toujours ça. Mais à un moment donné, évidemment, vous changez de secteur. Je vais vous montrer une photo. Vous allez me dire ce qu'elle vous inspire. Voilà. Oui, Yves Saint-Laurent. Maman, comme je l'ai dit, et maman et ma grand-mère et ma marraine s'habillant bien et nous habillaient bien aussi. C'était encore ces femmes qui s'occupaient de leur mari ou le matin. J'ai vu toute ma vie que quand j'étais là, papa le matin avait son pantalon parfaitement, les plis repassés, sa veste, sa chemise, sa cravate, ses boutons de manchette, son mouchoir, sa pochette, tout était prêt, il n'avait qu'à s'habiller. Et donc j'ai toujours aimé, pas le paraître, mais le fait de se mettre en valeur, pas non plus par orgueil ou par narcissisme, mais par dignité. Je trouve que maman disait toujours, quand on sort de chez soi, on ne se voit plus, mais les autres vous voient. Donc il faut essayer d'offrir un joli spectacle. Et donc
Donc j'ai toujours aimé les beaux vêtements, l'allure, les bijoux, enfin tout ce qui est l'art de vivre. Je dis toujours tout ce qui coûte cher ne sert à rien, mais qui rend la vie belle. Et, euh, et donc, suite à une rencontre, donc maman achetait les Jours de France, ça n'existe plus, avec les collections de couture, les collections prêt-à-porter. Moi, je feuilletais tout ça, j'aimais bien, je gribouillais toujours des trucs. Et, euh, et j'ai rencontré un garçon, un Belge, qui habitait New York, et qui collectionnait les bijoux de haute couture anciens. On s'est rencontrés dans une boîte de nuit, nous sommes tombés amoureux, il a quitté New York, il est revenu en Belgique, et j'ai organisé 2 ou 3 ventes de bijoux pour lui, parce que j'avais déjà un beau carnet d'adresses à l'époque. Et puis il a vu mes croquis et il m'a dit, tiens, si on ouvrait une maison de couture. Et moi, je ne me rendais absolument pas compte, c'était d'une inconscience totale, que maison de couture, où je croyais qu'on allait ouvrir des boutiques et aller à Paris, à Milan, choisir des collections. Il m'a dit, non, non, tu vas tout dessiner. Et là, rebelote, je me suis mis au métier. Et vous n'aviez jamais vraiment dessiné un Non, 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 croquis rien. ou une collection Non, de rien, votre rien, vie? rien, rien, rien. Je regardais beaucoup. Et je regarde toujours beaucoup. Je suis plutôt un solitaire, donc je peux rester 3 heures sur une terrasse à regarder passer les gens. J'adore les halls de gare, les halls d'aéroport, les lobbies d'hôtel, être sur un banc dans un parc. J'habille les gens, je les déshabille, les maisons, je les refais. Je passe dans une campagne, je vois une grange abandonnée, j'en fais un hôtel. C'est même fatigant parfois. Pour moi et pour les autres qui me disent, écoute, maintenant tu nous emmerdes avec tes rénovations et tes inventions, parce que là, on se pose et voilà. Et donc voilà, je me suis lancé dans la maison de couture, tête baissée, mais là aussi, de nouveau, avec cette volonté. C'est vraiment une chose très importante pour moi en tant qu'individu, et je le demande chez les autres aussi si je travaille avec eux. J'ai vraiment une sainte horreur des usurpateurs. Il faut que les gens soient professionnels. J'aime pas l'amateurisme. Je n'aime pas quand les gens prétendent à quelque chose qu'ils ne sont pas. Et ça m'agace. Et donc, j'ai beaucoup travaillé pour ça dans tous les métiers que j'ai faits. Et je tiens beaucoup à cette partie, cette exigence de soi-même pour ne pas mentir aux autres. Par contre, il paraît que vous êtes quand même capable d'improviser complètement, même si vous travaillez à fond, mais en tout cas, vous pouvez sortir du cadre. C'est ce qu'on m'a dit. Complètement, mais c'est parce que n'ayant eu qu'une formation, façon de parler, l'école hôtelière, dans tout ce que je fais, comme je n'ai pas de... Comment vous dire? J'aime bien qu'on maîtrise l'académisme de la technique. Mais après, la créativité, c'est complètement aléatoire d'être créatif ou pas. Il y a des gens qui sont très créatifs, qui font des choses très laides et très mal faites. Moi, je ne suis pas super créatif, mais tout ce que je produis est en général beau et bien fait. Mais je sais que je ne suis pas un grand créatif. Mais je peux sortir complètement des chemins battus. Quand j'ai habité Paris, puisque j'ai eu pendant 6 ans ma maison de couture à Paris, j'étais très lié avec la maison Saint-Laurent, et la directrice me disait toujours, après Monsieur Saint-Laurent, pour moi, tu es le meilleur coloriste que j'ai connu. Donc voilà, parce que je mélange des choses qu'on ne m'attend pas. Ça vous flatte dans ces moments-là? Ça me flattait pour la maison qui portait mon nom et pour tout le personnel qui travaillait dans les ateliers et pour mes clientes. Oui, je ne vais pas non plus faire l'humilité à 3 sous. Évidemment que ça fait plaisir, ça flatte. Mais ça ne rendait que la collection suivante encore plus compliquée à faire, parce qu'il faut, quand on fait des collections, c'est 2 fois par an, on se met sur la sellette, on a 3 gros mois de travail, 20 minutes de défilé, le lendemain on a la presse et les clientes qui débarquent ou pas. Donc c'est 2 gros examens c'est passé 2 fois Sarreto par an. Et comment vous la gérez, cette pression, à l'époque? Alors, les débuts étaient très très durs. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup stressé, parce que je me rendais bien compte que c'était pas au point. Sans connaître le métier, je sentais si c'était bien ou pas. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais je savais qu'il y avait des soucis techniques, je savais que le contrat n'était pas rempli. Vous êtes dur avec vous-même, de manière générale? Oui et non, parce que j'aime beaucoup la vie et je ne suis pas du genre à me mettre dans la contrition. Je trouve ça agaçant, ces gens qui ont j'aurais pu faire mieux, nanani, nanana. Vous savez, qui veulent des compliments et que ça leur dégouline dessus. Non, moi je fais bien mon mea culpa moi-même. Mais oui, si je fais quelque chose, je veux être fier de ce que je fais. Et c'est pas que j'ai peur des reproches.
Je ne les aime pas, mais je n'en ai pas peur. Mais j'aime que ce soit bien. Et parler d'aller de l'avant et d'oser faire des choses, la peur en tout, en amour, en travail, en créativité, est le pire conseiller qui soit. La peur est le truc qui ne sert à rien, qui vous empêche de tout faire, de tout penser, de tout croire. La peur, on a peur de ci, on a peur de ça. Quand vous voyez maintenant, on a des alertes rouges, vertes, bleues, jaunes pour tout. Il pleut trop, il y a trop de neige, il fait trop froid, l'air n'est pas bon. Enfin, alerte, alerte, alerte. Comment voulez-vous que les gens soient heureux avec des alertes en permanence? Donc vous vous dites, on essaye aussi selon les propositions. La télé également, après, Mais tombé elle dessus par arrive hasard. comme ça, avec c'est du belge, Oui. sans chichi également. Oui. Et alors, Et un gars, un chef. voilà, j'allais vous dire, évidemment, il y a une autre émission, en tout cas, qui va faire un peu date, dans laquelle, justement, hein, vous êtes quand même un petit peu plus en impro, on va dire. Et puis, vous osez aussi les tenues, quand même. Mais c'est-à-dire qu'un gars, un chef, ne devait pas exister. Donc, Joëlle Scorils a un bébé. Elle est en congé de maternité de septembre à décembre. Et à l'époque, François Tron à l'RTB me contacte. Il me dit, Gérald, est-ce que tu serais d'accord de faire une émission de cuisine avec Adrien, 3 mois, un trimestre. Puis Joëlle revient, on reprend sans chichi. J'appelle Adrien qui me dit, ouais, avec toi sympa. Je dis, ben, moi pareil, avec toi sympa. Et voilà. On a commencé l'émission. Le canevas est un tout petit peu plus sophistiqué, un peu plus dans les master top, extra chef, meilleur pâtissier, tout ce qu'on veut, que je déteste. Et donc, j'ai commencé à cuisiner comme je cuisine pour moi. Et là, on m'a dit, oui, mais tu ne devrais pas faire des assiettes un petit peu mieux dressées et tout. Je dis, non. Moi, je cuisine comme ça. De la purée, c'est de la purée. Chez un tel, elle est dans la casserole sur la table. Chez un autre, ce sera un ravi en porcelaine. Et chez un autre, ce sera un ravi en argent. Mais c'est toujours de la purée. Donc moi, je fais comme j'ai toujours fait. Et le public a super bien réagi parce que c'était très naturel. Il y avait évidemment une édition derrière avec 2 éditrices qui ont beaucoup souffert. Moi, je ne mettais jamais mon oreillette. Et puis un beau jour, ça a été, je ne sais plus quoi, moi, le jour de la fête nationale mexicaine. Et on est arrivé et Gwenaëlle de Kegeler, qu'on voit encore sur la RTBF, avait préparé des costumes mexicains. Et puis le lendemain, c'était je ne sais pas quoi. Et Adrien et moi, on a toujours joué le jeu. Et je me suis beaucoup, beaucoup amusé. Et ça dérangeait un peu les gens de voir le couturier élégant, s'habiller des reines, etc., puis qui tout à coup faisait le guignol dans une émission. C'est quand même... Et puis j'étais aussi dans C'est du belge. Oui. Et j'ai dit non, mais c'est la même personne, c'est juste que j'adore changer de costume, entre guillemets. Vous aimez bien perdre un petit peu le public comme ça, enfin, ou c'est vous pour être pas voulu, mais c'est moi, moi, c'est comme ça. Je parle avec vous maintenant. Si demain je suis devant la reine Mathilde, je parlerai avec elle, je sais qu'il y a des choses que je peux dire, pas dire. Et si demain je parle avec une madame qui dans la rue qui fait la manche, je suis toujours Gérald Wathelet. Je veux dire, ça ne change pas grand-chose. On me dit justement que c'est une de vos forces, cette capacité d'adaptation et d'avoir les bons codes au bon moment, avec les bonnes personnes aussi. Oui, alors ça je l'ai appris avec le temps. Il faut aussi beaucoup, vu mon éducation qui était quand même stricte, mais très aimante, mais stricte, on apprend beaucoup à voler avec les yeux et les oreilles. Je trouve que les jeunes, maintenant, et ce n'est pas du tout un jugement, le monde a changé, j'ai 62 ans, mais on ne pouvait pas tout vouloir tout de suite en ayant un peu étudié. Il y avait des étapes obligatoires à passer avant de pouvoir, pardonnez-moi l'expression, ouvrir sa gueule et avoir un vrai avis. Et si on l'ouvrait trop tôt, on n'avait pas le droit de s'exprimer. Et c'est pas plus mal de nouveau d'avoir cette discipline. Alors, si je vous dis la vie est une fête, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Mais du moment où on se lève jusqu'au moment où on se couche. Ou jusqu'à la tombe? En tout cas, autant que je pourrais, oui, c'est sûr, c'est sûr. Je pense que on arrive sur Terre, on n'a pas choisi de venir sur Terre, on n'a pas choisi son sexe, sa famille, son pays, éventuellement sa religion, si on en a eu, on n'a rien choisi, alors de grâce, une fois qu'on est là, allons-y et profitons de la vie.
Je trouve qu'il faut pas être destructeur. On sait très bien que les excès nuisent en tout. Mais je pense qu'on est aussi un peu trop dans une période où tout le monde veut vivre jusqu'à 100 ans en bonne santé. Moi, je préfère mourir à 75 en ayant bu du bon vin, en ayant voyagé, en ayant beaucoup vu mes amis, en ayant mangé avec eux, fait des folies avec eux, ma famille pareil. Et toute ma famille était comme ça. Donc voilà. On me dit justement que ça peut être un peu un de vos défauts. On sait quand la fête commence avec vous, mais on ne sait pas quand elle se termine. Et en tout cas, elle est souvent autour de grandes tablées comme celle-ci. Ça, c'est mes 60 ans, oui. C'est un atavisme familial qui vient, ça vient de papa. Papa détestait les fins de fête. Donc, mariage, communion, enfin, ce qu'on veut, kermesse au village, la musique s'arrêtait, DJ ou orchestre, il allait voir pourquoi ça s'arrêtait, et les gens leur disaient, ben, vous savez, lui disait, on est payé jusqu'à 2 heures du matin, on peut dire, ça coûte combien? Autant de l'heure. Bon, ben, je vous paye 2 heures. Parce que mon père ne voulait pas que ça s'arrête, donc je suis toujours le dernier dans une fête. Toujours le dernier à boire un verre, toujours mettre les chaises sur les tables s'il faut, et j'ai zéro limite. Et ça m'énerve parce qu'avec l'âge, je croyais que ça allait s'atténuer, et ça ne s'atténue pas du tout. Je vis toujours des moments magiques, que ce soit avec des gens que je connais ou que je ne connais pas. Hein. Tant qu'il y a de la bienveillance, qu'on rit, qu'on profite et qu'on se dit que demain on sera peut-être mort. Non, il faut. Chaque moment qui passe ne revient jamais. C'est tout. J'ai une filleule qui a 35 ans et quand elle très grosse sorteuse, parfois elle me dit oh, j'ai un peu exagéré tonton. Je dis mais non, pas exagéré du moment que tu n'as pas fait de conneries. Tu verras un jour tu n'y arriveras plus parce que tu seras plus âgé, que tu récupères plus de la même manière. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Il paraît quand même qu'on vous oblige à envoyer des petits messages quand vous êtes bien rentré. Oui, mais ça date déjà de mes parents, et même eux le font encore maintenant. Mais je le conseille à tout le monde, si j'ai un peu trop bu, même si j'ai pris ma voiture pour aller, je rentre en taxi ou je rentre avec des amis et je vais chercher ma voiture le lendemain. C'est une règle d'or. Oui. Je vais vous montrer une autre photo également, qui date un petit peu. On a beaucoup parlé de votre maman. Oui. Donc, en le début, jour de la fête des mères. Voilà, en début d'émission. Oui. Aujourd'hui, les 3 femmes de votre vie, enfin en tout cas qui vous ont élevé, ne sont plus là. On a compris que le foyer, c'était quelque chose aussi d'important pour vous. Est-ce que vous avez trouvé de nouveau un endroit un peu refuge? Oui, j'ai ma maison, j'ai un compagnon depuis 26 ans. Et là, mon projet, en fait, je n'ai pas d'enfant, pas de neveu, pas de nièce, j'ai juste plus ma filleule. Miguel a des frères et sœurs, des neveux, des nièces au Portugal. On va montrer une petite photo de Miguel. Voilà, je ne sais pas où on est, à New York, là, je crois. Oui. Je voudrais recréer ça au Portugal pour la fin de ma vie, avec des oliviers, de la vigne, un verger, un potager, des poules, des dindes. Et des teckels? Et des teckels, en tout cas. Petit élevage de teckels. J'adore les ânes et les chèvres aussi. Et donc, je pense que je vais finir mes jours comme je les ai commencés, parce que ça me paraît une bonne manière de boucler la boucle et de me retrouver dans cet univers que j'ai beaucoup aimé et qui m'a donné beaucoup d'équilibre aussi. J'ai toujours les 2 pieds dans la glaise. On me dit que vous ouvriez bien donc une maison d'hôte même, carrément. Oui, si je trouve le bon espace et tout, oui, parce que alors, je ne suis pas du genre à me lever le matin en me disant bon, ben, je vais aller jouer un petit peu au golf, puis je déjeune avec des copains, puis je joue aux cartes. Et puis, non, je ne me vois pas du tout faisant ça. Mais je pourrais avoir 5-6 chambres très bien décorées, peut-être avec une petite boutique hôtel, et je vendrai mes conserves et je cuisinerai que pour ces gens-là. Ils doivent prévenir s'ils sont là le soir pour dîner. Avec tout très j'aime tout ce qui est très incarné. J'ai beaucoup de mal à trouver un hôtel qui me plaise ou un endroit qui me plaît parce que je trouve que tout est toujours trop normalisé. Et en fait, j'aime pas tellement la normalité. Eh ben, c'est une bonne conclusion, je trouve. Merci beaucoup, Gérald Wathelet, d'avoir participé donc, à Travers le Miroir. Merci beaucoup.